Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire ont signé hier un contrat programme de reconversion de la dette ivoirienne d'un montant de 67 milliards 300 millions de francs CFA en projet de développement. Dans le dossier de ce samedi, nous nous intéresserons à la facture d'eau que les consommateurs devront payer désormais tous les 2 mois au lieu de 3. Dans ce journal, vous saurez à quoi répond cette décision du gouvernement. À moins de 3 semaines de la nouvelle élection présidentielle au Kenya, après l'annulation du scrutin d'août par la Cour suprême, l'opposition au président Uhuru Kenyatta a de nouveau manifesté hier. Les rassemblements ont débouché sur des violences. Avant le développement de ces titres, sachez que Daniel Cablon-Duncan est rentré hier soir de Paris en France. Vous allez le voir en image, il a atterri autour de 19h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Le vice-président y était pour représenter le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au 17e Forum économique international sur l'Afrique. En marge de cette rencontre de haut niveau, le vice-président a échangé avec plusieurs personnalités présentes à ce forum. Je vous propose d'écouter le vice-président dès sa descente d'avion. Nous avons eu l'honneur de représenter le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui était invité à cette édition, 17e édition du Forum sur l'Afrique, qui s'est donc tenu à Paris, co-organisé par l'OCDE, l'Union africaine et l'AFD. C'était une réunion importante. Le thème portait sur l'industrialisation de l'Afrique et notamment à travers les technologies d'entrepreneuriat. C'est une réunion beaucoup courue par les experts des 2 continents et nous avons profité de l'occasion pour rencontrer M. Angel Gouria, le secrétaire général de l'OCDE, et M. Mario Pezzini, qui est le responsable du centre européen de l'OCDE à Paris. L'OCDE appuie la Côte d'Ivoire dans le cadre de son plan de développement 2016-2020, notamment pour identifier les contraintes de l'émergence en Côte d'Ivoire et surtout donc aider la Côte d'Ivoire à, disons que, trouver les voies et moyens, notamment financiers et autres, pour atteindre cette émergence. En marge du forum lui-même, il y a eu ce qu'ils appellent Mnet, qui est une rencontre avec les hommes d'affaires des 2 continents, mais pour échanger sur ces points dont on a parlé. Et c'est à ce titre, par exemple, nous avons rencontré l'entreprise américaine Johnson & Johnson, qui compte s'installer en Afrique de l'Ouest et probablement donc à partir de la Côte d'Ivoire. L'occasion était assez bonne de rencontrer le président du groupement Le Monde, vous savez, le grand journal que chacun connaît, et qui se propose d'organiser ici à Abidjan, fin du premier semestre 2018, une grande rencontre. Nous avons aussi eu l'occasion de visiter la station F à Paris. C'est un Français, je crois, qui s'appelle Freycinet, qui a consacré 250 millions d'euros pour bâtir, disons que, une sorte d'incubateur d'entreprises, de start-up, avec 3000 start-up sur 34 000 mètres carrés. C'est quelque chose qu'il fallait voir et nous avons été heureux avec la délégation qui nous accompagne de voir cela. Et sur les 3000, il y a 2 Ivoiriens en train de développer les transferts d'argent, en ce qui concerne le premier, et le deuxième, la promotion du tourisme. C'était une visite riche d'enseignements. La Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne ont signé hier un contrat programme de reconversion de la dette ivoirienne d'un montant de 67 milliards 300 millions de francs CFA en projet de développement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly représentait la partie ivoirienne et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire représentait la 2e partie. Cet acte devrait contribuer d'une manière significative au renforcement des relations entre les 2 pays. Herman Guivet.
Signature d'un accord entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne. Par la signature de cet accord, les deux pays viennent de convenir de l'adoption d'un programme de conversion de dette en projet de développement d'un montant total de 67,3 milliards de francs CFA. Une signature de convention qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations. L'objet de l'accord de conversion de dette entre nos deux parties est de contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire par une transformation des créances dues à l'Espagne en projets d'investissement, principalement dans les secteurs de l'énergie et de l'eau en Côte d'Ivoire. Il s'agira en l'occurrence d'améliorer la desserte en services d'eau potable et d'électricité dans le quartier d'Abobo, conformément au plan d'urgence décidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, à travers notamment des travaux de réhabilitation et de renforcement de capacités de distribution et de réseau, ainsi que l'appui aux branchements sociaux. Signature qui contribue également au raffermissement des relations de coopération entre le Royaume d'Espagne et la Côte d'Ivoire. L'accord sur la conversion de la dette ouvre une nouvelle étape pour les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays et fait preuve de l'engagement du gouvernement espagnol avec les objectifs de développement du gouvernement ivoirien. L'accord du PCD est donc une fenêtre d'opportunité et un catalyseur des relations commerciales et financières entre les deux pays. Comment s'effectuera ce mécanisme? La Côte d'Ivoire rembourse sa dette directement dans un fonds logé à Abidjan, suivant un échéancier prédéfini. Une fois le remboursement constaté, l'Espagne annulera progressivement la dette ivoirienne dans ses livres à hauteur de 39,92% de 2017 à 2020 et 60,08% de 2020 à 2035. Les ressources qui composent le fonds Côte d'Ivoire-Espagne seront déposées dans un compte courant libellé en francs CFA, agréé par le comité binational qui ne sera assujetti à aucun frais de gestion. Le programme s'étendra du 31 octobre 2017 au 31 décembre 2020. Dominique Ouattara, la première dame, elle est à Niamey, au Niger, où elle a pris part jeudi au Forum des premières dames de la CEDEAO. Une rencontre qui a porté sur les moyens d'éradication de la fistule obstétricale dans la sous-région. Habiba Dambélé-Saoué. Au cours de la cérémonie solennelle au Palais des Congrès de Niamey, les premières dames ont reçu le soutien des présidents Issoufou Mahamadou de la République du Niger et Faure Gnassingbé, président de la République du Togo et président en exercice de la CEDEAO. Les épouses des chefs d'État se sont engagées à lutter pour l'éradication de la fistule obstétricale en Afrique de l'Ouest et contre les mutilations génitales féminines et l'impact des violences basées sur le genre sur les femmes et les jeunes filles en Afrique de l'Ouest. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a expliqué aux autres premières dames et aux délégations ministérielles la volonté de la Côte d'Ivoire d'arriver à bout de la fistule obstétricale. Dans une déclaration commune, les premières dames de l'espace CEDEAO ont fait 6 propositions pour l'élimination de la fistule obstétricale. Je viens de passer 24 heures au Niger à l'invitation de ma sœur, Madame Malika Issoufou. Et je voudrais tout d'abord les remercier, elle-même et son époux, le président de la République, pour leur accueil aussi chaleureux. J'ai passé quelques heures extrêmement agréables et nous avons beaucoup travaillé avec les premières dames sur l'éradication des fistules obstétricales. Vous savez qu'en Afrique, beaucoup de jeunes filles sont victimes de cela. Donc nous avons beaucoup travaillé sur comment éradiquer cet état de fait, qui est un fait également sociologique, mais qui atteint un peu la dignité de nos filles. Par ailleurs, les épouses des chefs d'État se sont donné rendez-vous à Abidjan du 16 au 18 octobre 2017 pour plancher sur la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, en vue du renforcement des systèmes de protection de l'enfant contre les violences, les abus et l'exploitation. La journée internationale de l'alphabétisation a été célébrée le 8 septembre dernier. Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, est à Abidjan pour la célébration officielle de la journée ici en Côte d'Ivoire.
Les militaires des deux camps d'Akwedo ont désormais 2 nouvelles lignes de bus de la Sotra pour faciliter leur déplacement. Une initiative du ministère de la Défense et de la Société des transports abidjanais. De quoi permettre à ces soldats de se rendre au travail sans retard et surtout sans difficulté. On en sait plus avec Michel Digri. Le 426, une nouvelle ligne de bus avec des usagers peu ordinaires. Ce tour d'essai lance le démarrage de cette ligne qui devrait soulager les militaires de l'ancien camp d'Akwedo. Ça serait un impact positif du point de vue où tout le monde pourrait être à l'heure au service et puis permettre aussi à chacun de rentrer tôt à la maison parce que souvent les gens descendent, ils arrivent à 22h, 23h, ils n'ont pas le temps de voir les enfants, tout ça. C'est un peu difficile. On vivait vraiment d'énormes difficultés pour se rendre dans nos différentes casernes pour le service. Tu vas descendre au niveau de 9 kg ou bien à la 3, te taper tout ce trajet-là pour venir à l'ancien camp. Vraiment, ce n'était pas facile. Le 86 reliera la gare nord d'Adjamé à l'ancien camp d'Akwedo en passant par le carrefour La Vie, l'école de police, la Riviera 2 et le rond-point de la Palmeraie. Une seconde ligne est également ouverte pour les militaires du nouveau camp. Il s'agira de faire des partiels de la ligne 610 qui dessert Bingerville, faire en sorte que les militaires qui vont au travail dans le nouveau camp puissent avoir les autobus à la sortie du camp. Ces 2 lignes sont également ouvertes aux usagers civils. Cette initiative du ministère de la Défense consolide le contrat de confiance qui lie le ministre d'État Ahmed Bakayoko aux soldats. Vous vous êtes imposé dès votre prise de fonction le difficile challenge de l'amélioration significative et qualitative des conditions de vie et de travail de vos hommes. En homme pragmatique, vous voici déjà de retour à Akwedo pour procéder au lancement officiel de la ligne de bus en partance et à destination des camps d'Akwedo anciens et nouveaux. Je vous ai promis qu'ensemble, nous allons faire des choses qui ont un sens pour vous. Pour qu'en retour, vous nous donniez une armée disciplinée, une armée exemplaire. Quand vous êtes un leader sous-régional comme la Côte d'Ivoire, on doit pouvoir regarder votre armée avec respect. C'est pourquoi, en venant à ce ministère, je vous ai dit, je ne viens pas faire autre chose que remplir un contrat avec vous, de faire tout ce qui est à mon pouvoir, dans ma position de ministre, pour vous comprendre, pour comprendre vos problèmes et d'y apporter des solutions, pour qu'en retour, vous donniez à la nation l'image et le comportement d'une armée exemplaire, une armée modèle. Le ministre de la Défense a par ailleurs annoncé pour les mois à venir d'importants travaux de construction d'hôpitaux et de réfectoires pour les militaires du pays. L'une des missions de ces militaires, c'est préserver la paix et la cohésion sociale. Leurs épouses également s'y mettent. Quelle peut être donc la contribution de l'épouse du soldat à la cohésion sociale? La question était au centre d'une rencontre des épouses de militaires de Côte d'Ivoire à l'état-major général des armées au plateau. À l'issue de la réunion, les épouses de militaires ont décidé de mener des actions aux côtés de leurs époux. Les précisions d'Abou Sanogo. Les épouses de militaires apportent leur contribution à la cohésion sociale. Une action qu'elles entendent bien mener aux côtés de leurs époux. Elles l'ont signifié au camp Gallieni en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de la haute hiérarchie militaire. L'épouse du soldat, oreiller de celui qui manie les armes, n'a de conseil qu'enseigner à son époux qu'il n'a de mission que de défendre sa patrie dont il fait partie lui-même. Le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, les a exhortés à maintenir la cohésion sociale en consentant d'importants efforts aux côtés de leurs époux. Le soldat aujourd'hui, face aux multiples missions conditionnées par l'apparition de nouveaux types de menaces, doit pouvoir bénéficier d'une oreille attentive et de tendresse et de beaucoup d'affection. C'est dire combien la cohésion sociale prend sa source
dans le foyer du militaire. La marraine de la cérémonie a tenu à saluer le dynamisme et l'union des femmes de l'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire autour de la cohésion sociale. Épouses de militaires de Côte d'Ivoire, mes chères sœurs, à travers vos agissements, vous devez parvenir à créer l'union, l'entente et la solidarité entre vos époux militaires. Vous avez donc le devoir de les encourager à cultiver la paix. Vous êtes les premières conseillères de vos époux. À travers vos conseils, vous devez être en mesure de les sensibiliser de façon continue aux enjeux du vivre ensemble. Pour joindre l'utile à l'agréable, un concours du plus beau message sur la cohésion sociale a opposé les candidates de cette région que compte l'association des épouses des militaires de Côte d'Ivoire. Cette fête a également été marquée par un défilé exécuté par les épouses des militaires répartis en 8 sections. Venons-en à présent à ce dossier réalisé pour vous par Ami Sissoko. Notre reporter a tendu son micro aux populations qui disent ne pas apprécier le fait que le paiement des factures d'eau se fera désormais tous les 2 mois et non tous les 3 mois. Pourquoi cette mesure du gouvernement et comment les autorités en expliquent le bien fondé? Élément de réponse maintenant. 2 mois et plus 3. C'est désormais la fréquence à laquelle les factures d'eau seront soumises aux populations ivoiriennes. L'annonce de la mesure qui entre en vigueur dès janvier 2018 a été prise en Conseil des ministres le 2 août dernier. Au titre du ministère des Infrastructures économiques, le Conseil a adopté une communication relative à l'accès à l'eau potable à un coût abordable pour tous dans le cadre de la lutte contre la vie chère et dans le cadre du projet dénommé Eau pour tous. Ce programme inclut, outre la réalisation d'infrastructures, la réhabilitation d'infrastructures, la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions concernant par exemple la fréquence de facturation des consommations d'eau qui va passer de 3 mois à 2 mois, intercalée avec les factures d'électricité. Payer désormais sa facture d'eau tous les 2 mois, la nouvelle ne semble pas réjouir la population. Ce choix du gouvernement ivoirien est loin de faire l'unanimité. Les réactions divergent du côté des populations. Si certains sont surpris de l'apprendre, d'autres trouvent la pilule difficile à avaler. On a été un peu surpris, mais bon, je peux dire qu'on peut faire avec parce que nous, on ne peut pas changer la décision des autorités. Sinon qu'avec les 3 mois, c'était encore mieux. On ne nous a même pas informé que les factures doivent passer de 3 mois à 2 mois. On n'est même pas au courant. Les gens prennent des décisions sans nous demander notre avis, puis c'est nous on paye. Les Ivoiriens sont habitués à payer une facture d'eau à 3 mois, puisqu'il y a la facture de courant qui est là, qui fait 2 mois. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on va payer une facture d'eau dans 2 mois. C'est pas possible. C'est seulement à la télé qu'on nous avait appris ça. On a vu d'autres mesures, hein. On n'a pas vu les résultats escomptés. Hein. Je consommais 2500. Là, je suis passé à 5000, à 6000. On s'attendait peut-être à une baisse de tarifs. Surtout que l'eau est produite en Côte d'Ivoire, on n'importe pas. Mais plutôt que de nous venir changer nos habitudes en augmentant les trucs. Bon. Et ça a des effets quand même, je veux dire, un peu compliqués sur nous. Hein. Ce n'est pas une bonne affaire pour les consommateurs. Quand il lit la facture, au niveau des taxes, ça va faire un plus pour le consommateur. Les taxes qu'on payait pour 3 mois, désormais on va le payer pour 2 mois. Donc ça fait un gain pour l'État. Sinon si on avait une société civile forte, c'est des mesures quand même qu'avant de les prendre, on allait organiser des forums, des séminaires pour faire comprendre aux consommateurs que voilà ce que nous voulons faire. Passé de 3 à 2 mois, les confédérations des consommateurs ne manquent pas de s'interroger sur l'opportunité de cette décision au moment où le gouvernement met en œuvre sa politique de lutte contre la cherté de la vie. Ce que nous disons, nous demandons au gouvernement qu'il y a une vision de lutte contre la vie chère. Ça, en créant le Conseil national de la lutte contre la vie chère, il ne peut pas vouloir une chose de ce contraire. Donc tout ce qui concourt à renchérir le coût de la vie, il faut y mettre fin. Il faut, sur cette décision, et mener les réflexions en profondeur, de telle sorte que l'eau étant une nécessité pour tous les consommateurs, qu'ils soient en ville ou en campagne, que la mesure qui est d'apporter de l'eau ne produise pas l'effet contraire. Le ministère des Infrastructures économiques est formel. En charge de la question, il souligne que la nouvelle mesure vient faciliter à la population le règlement de sa consommation d'eau.
Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Lorsque vous prenez un citoyen qui est payé au SMIC, c'est-à-dire qui est payé à 60 000 francs CFA, vous comprenez que l'Ivoirien qui a 6 000 francs de facture à payer tous les 3 mois, avec un salaire de 60 000, ça fait 10% de son salaire. Lorsque la facture arrive, il ne peut pas la payer. On va alterner tous les mois. Si ce mois, vous avez payé la facture de CIE, le mois d'après, vous payez la facture de SODECI. C'est simplement pour pouvoir alterner que nous avons adopté la périodicité de 2 mois. Sinon, en théorie, la périodicité que nous voulions pour simplifier la vie des Ivoiriens, c'était une périodicité de 2 mois. Face à ceux qui estiment que cette décision n'est qu'une autre façon malicieuse d'augmenter les taxes sur les factures, le ministre Amédée Kofi Kwaku rassure. Quand vous avez 6 000 francs à payer, dans les 6 000 francs à payer tous les 3 mois, il y a l'ensemble des taxes qui sont incluses là-dedans. Donc, ce n'est pas que les taxes d'assainissement vont être sorties. Les 6 000 francs, c'est y compris l'ensemble des taxes. Donc, si on ramène à 2 mois, toutes ces taxes ce sera donc payé au prorata. C'est pour ça que j'ai simplifié, pour dire que la facture de 6 000 francs qui comprend l'ensemble des taxes, désormais, quand vous allez payer 4 000 francs tous les 2 mois, mais c'est y compris l'ensemble des taxes. Donc, si on fait le bilan en fin d'année, ça ne change rien. La réforme de la facturation de la SODECI s'inscrit dans le projet Eau pour tous, dont elle va valoriser le succès. Pour résorber le déficit en eau potable, surtout corriger le dysfonctionnement des réseaux de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, ce sont 200 milliards de francs CFA qui vont être injectés dans le projet qui vise à donner de l'eau à 95% de la population d'ici 2020, contre environ 70% actuellement. Le projet Eau pour tous, c'est la réhabilitation de 21 000 pompes villageoises, la construction de 220 châteaux d'eau, le raccordement de 450 000 abonnés sociaux à 1 000 francs CFA au lieu de 147 000 francs qui s'ajoutent à plus de 930 000 déjà raccordés. L'augmentation de la capacité de la production d'eau dans les chefs-lieux de région en fait également partie. À tout cela s'ajoute l'ensemble des projets structurants, l'extension et la densification du réseau des grandes villes. Ce sont au total 1 320 milliards de francs CFA qui seront injectés par le gouvernement pour l'accès à l'eau pour tous. Reportage signé Ami Sissoko. Quelle politique pour une autonomisation des femmes dans les industries extractives? La problématique a été au cœur d'une étude réalisée par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Les conclusions des travaux viennent d'être livrées au cours d'un forum. Michel Digré y était pour RTI 1, son reportage. L'étude sur l'impact du secteur extractif dans l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire et au Ghana a été menée sur 2 ans. Les chercheurs du Centre ivoirien de recherche économique et sociale ont parcouru les différentes contrées de ces 2 pays pour vivre le quotidien des femmes dans les industries minières formelles et artisanales. Au niveau économique, on peut dire que l'autonomisation, sur l'échantillon des femmes que nous avons enquêté, 58% sont autonomes. Ça veut dire qu'en fait, les revenus qu'elles gagnent de l'activité leur permettent d'avoir un certain pouvoir, une certaine autonomie à faire un ensemble de choses et à pouvoir appuyer leurs différents conjoints. Toutefois, des inégalités entre hommes et femmes existent encore dans ce secteur. C'est pourquoi le projet recommande entre autres la création d'un cadre juridique du secteur favorable à la participation des femmes au développement communautaire, l'accompagnement du programme national de rationalisation de l'orpaillage pour des politiques efficaces de lutte contre la pauvreté. Le projet a été financé par le Centre de recherche internationale pour le développement du Canada dans le cadre de la politique d'aide féministe de ce pays. Selon cette nouvelle politique, le Canada défendra et appuiera des initiatives qui donneront aux femmes et aux filles un accès et un contrôle plus équitable en ce qui concerne les ressources dont elles ont besoin pour assurer une égalité sociale et économique continue. Pour redynamiser l'industrie extractive et la rendre plus compétitive à l'international, la Côte d'Ivoire a adopté en 2014 une nouvelle loi portant code minier en remplacement de celle de 1995. L'ambassade de Corée en Côte d'Ivoire et le directeur général de l'OIF ont conduit récemment une opération conjointe de salubrité et de planting d'arbres dans le parc national du Banco et une opération pour garantir un environnement sain et propice à l'écotourisme. Thomas Gessambi.
En tête de peloton pour débarrasser des sous-bois du parc national du Banco de toutes sortes d'immondices. Région 2, ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, tient ainsi à contribuer à la salubrité de cette aire protégée qui accueille régulièrement des candidats et autres férus d'écotourisme. Soutenu à l'occasion par le colonel Tondosama Adama, directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de l'Association des Ivoiriens, anciens stagiaires et boursiers de l'Agence coréenne de coopération internationale, c'est une bonne distance qui a été parcourue pour permettre aux lieux de faire leur toilette. Dans la dynamique de préservation de ce grand espace naturel, pour les générations actuelles et celles à venir, les hôtes du colonel Tondosama Adama ont procédé aussi à un planting d'arbres. Voir de telles actions éco-citoyennes se multiplier et tendre vers de véritables partenariats qui contribueront à la gestion durable des parcs et réserves du pays, un vœu que n'a pas manqué de formuler à l'occasion le directeur général de l'OIPR. Un aspect tout aussi enrichissant de cette visite, équipement de salubrité à la main, les échanges avec le chef de secteur sur la biodiversité du parc. C'était un commentaire de Thomas Guessambi. Et puis, cet accident grave survenu hier vendredi, un peu avant 18h sur l'axe Divo-Lakota. Un car de transport en commun et un véhicule particulier sont entrés en collision. Selon un témoin, le bilan est lourd. Les 5 passagers du véhicule personnel, dont un enfant, sont morts sur le coup. 11 passagers du car de transport ont été blessés, mais leur vie n'est pas en danger. Dans la région d'Unzi, plusieurs villages étaient autrefois difficiles d'accès. Aujourd'hui, la situation a bien changé. Qu'ils soient de Bokanda, Kwasi-Kwasi-Kro ou Dimbokro, l'on trouve désormais de nombreux villages désenclavés grâce à l'opération d'ouverture des routes et pistes reliant ces villages au chef-lieu de département. Cette opération menée et exécutée par le conseil régional d'Unzi intègre un vaste programme de développement de cette région. Dans plusieurs localités de la région d'Unzi, les engins sont au travail. Objectif, désenclaver les villages dont les plus difficiles d'accès sont Bendekro, Tanoakakro et Kwaku-Lekikro. Une opération d'envergure qui touche à la fois des villages de Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro qui composent la région d'Unzi. Nous avons eu des engins, cela me permet au Conseil de travailler pour la population. À partir des suggestions, nous allons améliorer naturellement nos travaux. Ça, c'est au plan infrastructure routière. Mais dans la région d'Unzi, tout est urgence, comme relevé au cours de la 3e session ordinaire de l'année 2017 de la structure décentralisée. Et pour y faire face, le budget pour le programme triennal 2018-2020 a été adopté à hauteur de 6 milliards 213 279 000 francs CFA. 67 projets d'investissement ont été identifiés et retenus pour exécution, ainsi que 44 actions. Nguessan Bernard, président du conseil régional d'Unzi, assure les populations de trouver des réponses adéquates et cohérentes aux nombreux défis en termes de développement, de progrès et de bien-être des populations. Sa vision, faire d'Unzi une région émergente. Hier vendredi, les éléphants de Côte d'Ivoire ont fait match nul 0-0 face à des Maliens officiellement hors course pour la qualification en Coupe du Monde 2018 à Bamako. Les Ivoiriens restent premiers au classement du groupe C en éliminatoire, mais sont sous la menace des Marocains et des Gabonais qui s'affrontent le 7 octobre. Marc Wilmots, Wilfried Conan et Salomon Kalou mettent l'accent sur la dernière journée contre le Maroc. Sébastien Wognin leur a tendu son micro. Si on voit le contenu du match où on a été dominé dans notre jeu en première mi-temps, c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, je suis repassé avec 2-6 à plat, avec Sanogo, gaucher, droitier, Gébamin, Kessie en numéro 10. On savait qu'on avait beaucoup de joueurs qui revenaient soit de blessures, soit qui n'étaient absents. Mais cette équipe a tenu. Et c'est ça qu'il faut retenir, a fait preuve de beaucoup de caractère. Et à la fin du match, si Salomon réussit son passement, il est passé. Donc on a joué une stratégie avec beaucoup de vitesse sur les côtés pour jouer en contre-attaque. Donc on va avoir une finale et j'espère que tout le public ivoirien va être derrière cette équipe nationale. On aura besoin de soutien, on voulait une finale, on l'aura. Jouer toujours à l'extérieur est toujours difficile. Là, il reste un dernier match à la maison, c'est-à-dire le Maroc.
On va jouer la qualification à la maison et j'espère que voilà, on se qualifiera, quoi. Vu comment le match s'est déroulé, je pense que c'est un bon point. Parce que le Mali a déroulé un bon football. On a bien défendu. On ramène le 1 point, ça peut être un bon point. Maintenant, il faut confirmer à la maison contre le Maroc. Il n'y a pas de calcul à faire, on va essayer de tout donner. Aujourd'hui, on a essayé, on est tellement en face d'une bonne équipe, une équipe très jeune, qui essaie de jouer leur voiture. Et puis voilà, ils ont envie de se montrer, vu que j'avais rien à jouer. Voilà, on va essayer de jouer nos voitures contre le Maroc. Un mot de l'actualité internationale pour refermer ce journal. C'est en bref et en images. La tension ne retombe pas au Kenya, loin de là, à moins de 3 semaines de la nouvelle élection présidentielle. Après l'annulation du scrutin d'août par la Cour suprême, l'opposition au président Uhuru Kenyatta a de nouveau manifesté vendredi 6 octobre à Kisumu, fief du leader Raila Odinga, et à Nairobi. Des rassemblements qui se voulaient pacifiques mais qui ont débouché sur des violences. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai encore chez vous demain à 13h.